Excellent. Encore une fois, c'est un plaisir d'être ici. Puis on va parler de la santé du cou. Donc, chiropraticien, on travaille tout ce qui s'appelle neuromusculo-squelettique, donc les nerfs, les muscles et les articulations. On travaille sans chirurgie, sans médication, donc le plus naturellement possible. Et on peut poser des diagnostics et aussi traiter ces conditions. Alors, pourquoi c'est. En passant, je vais donner quelques informations au niveau de l'anatomie, la biomécanique, certains problèmes, certaines causes. C'est important de savoir que les informations que je vais donner sont générales. Alors, ce ne sont pas des recommandations nécessairement personnalisées. Si vous avez des douleurs ou des problèmes particuliers pour lesquels vous voulez trouver des solutions, je vous invite évidemment à consulter un professionnel, un chiropraticien ou quelqu'un, physiothérapeute, masso ou quelqu'un qui va pouvoir vraiment faire une vérification sur quelle est la cause du problème et trouver la solution qui va être le plus adaptée possible à votre condition. On va voir des informations un peu plus générales, comme j'ai dit, mais on va parler de pourquoi c'est si important de prendre soin du cou. Et on s'entend que ça supporte la tête. Déjà, là, c'est une bonne importance. Mais le cou a aussi plusieurs rôles à jouer, entre autres au niveau de ce qu'on appelle la proprioception, qui est la perception des parties du corps dans l'espace. Donc, il y a beaucoup de contrôle et de rétrocontrôle qui vont se faire avec les informations qui sont recueillies au niveau du cou. C'est le passage de plusieurs systèmes également. On a le système respiratoire, le système digestif, le système circulatoire, le système circulatoire, le système sanguin, le système lymphatique, et évidemment le système nerveux. Donc le cou est excessivement important au niveau de notre santé et évidemment il peut être aussi la source de certains problèmes. Alors comment est-ce que ça fonctionne? C'est quoi l'anatomie de la colonne vertébrale? On va commencer par voir un peu les muscles qui sont rattachés. Il y a plusieurs muscles dont je ne vais pas parler, évidemment. Il y en a qui sont rattachés à la déglutition, donc pouvoir avaler, à la vocalisation, pouvoir parler. On va parler plus au niveau des structures qui vont supporter le cou. Donc, en avant, on a un grand muscle ici, deux grands muscles de chaque côté, qu'on appelle les SCM, donc sternocléidomastoïdiens. À moins que vous jouez le Scrabble, ce n'est pas très important comme nom, mais on appelle les SCM ici. C'est celui qu'on voit parfois quand on tourne le cou ici, puis on voit apparaître une ligne ici sur le côté. Donc, ce sont des muscles qui sont très forts et qui permettent de faire le positionnement de la tête. Alors, et on a aussi des muscles accessoires ici au niveau de la respiration qu'on appelle les scalènes. Pourquoi j'en parle? C'est trois muscles qui sont rattachés là, à la première côte. Pourquoi j'en parle en particulier? C'est qu'entre autres, les deux premiers ici, il y a beaucoup de choses qui passent entre ces deux-là. Entre autres, les nerfs qui vont vers vos bras. Les nerfs qui vont vers le bras, ce qu'on appelle le plexus brachial, il va aller dans ce petit triangle-là, ainsi que l'artère vocale. Donc, les nerfs et le vaisseau sanguin qui s'en vont vers vos bras vont passer dans ce petit triangle. Alors, des fois, quand il y a des pressions, des tensions au niveau des muscles, ça peut causer des engourdissements qui peuvent lancer. Il y a un terme pour ça, on appelle ça le syndrome du défilé thoracique. Donc, ça, c'est des muscles qui sont excessivement importants à surveiller et à faire attention. On a aussi des muscles à l'arrière. On a les muscles sous-occipitaux qui sont souvent en lien avec les tensions, des maux de tête. Les maux de tête cervicogéniques sont souvent dus à des problèmes de tension au niveau des muscles. À la base du crâne, les deux premières vertèbres cervicales qui se rattachent aussi au niveau du crâne. Et on a évidemment les trapèzes. Les trapèzes, on a l'impression que les trapèzes, c'est ce qu'on voit ici, hein, sur les côtés. Dans les faits, les trapèzes s'attachent en arrière du cou, ici à la base, au bout des épaules et jusqu'à vite au milieu du dos. Donc, c'est vraiment un gros losange qu'on a dans notre dos. Et ce sont aussi des muscles qui sont très en lien avec le stress. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on est en position de stress? Vous êtes sur la route comme celui-ci, tout va bien. Et là, vous êtes dans le trafic. C'est quoi la différence dans le positionnement qu'on va avoir? Comme ça ici. On va aller protéger le visage, le thorax. Donc, quand on lève, quand on a une position de stress, on va lever les épaules comme ça ici. Les trapèzes vont être tendus. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un vient derrière vous puis commence à masser un peu vos trapèzes comme ça en arrière? Ça détend tout de suite. Donc, il y a un lien très intime entre les tensions au niveau du trapèze et le niveau de stress que l'on va avoir. Donc ça, c'est au niveau musculaire. Au niveau de la colonne vertébrale ou du cou, ces 7 vertèbres cervicales, les deux premières sont un peu différentes. Elles ont un nom différent également. En gros, l'atlas, c'est comme un anneau et l'axis, bien, il y a un point pivot sur lequel va tourner l'atlas. Vous avez déjà vu une colonne vertébrale par le passé, j'imagine. Vous avez peut-être remarqué que de face, c'est supposé être droit, mais de côté, on doit avoir des courbes. Est-ce que vous savez pourquoi il y a des courbes? Bonne question. Ah, vous ne pensez pas que c'est interactif, hein?
Okay? Donc, est-ce que quelqu'un qui a une idée pourquoi il pourrait avoir des courbes au niveau de la colonne vertébrale? Bonne question. C'est pour donner un effet de ressort. Donc, si c'était droit, ça se compresserait davantage. Le fait d'avoir des courbes, ça permet d'avoir une meilleure absorption. Alors, le cou, on a ici, entre les vertèbres, des coussins. On les met en contexte un peu pour voir comment est-ce qu'ils fonctionnent. À l'arrière, on a aussi des articulations de chaque côté de la colonne. Alors, chaque vertèbre, c'est un peu comme si c'était un tripode. En avant, on a le disque qui va changer de forme pour s'adapter à la position du cou. Et à l'arrière, on a des articulations. Alors, si on parle un peu de biomécanique, comment est-ce que la colonne vertébrale bouge? Mais comme je disais tout à l'heure, quand on tourne la tête sur le côté, ce qui est particulier avec le mouvement de la tête, c'est que le terme qu'on emploie, c'est multisegmentaire. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est plus qu'une articulation qui est impliquée dans le mouvement. Si je bouge l'épaule, bien, c'est l'articulation de l'épaule. C'est une articulation. Alors, comment ça fonctionne dans le mouvement? Bien, comme je disais, au niveau de la rotation, comme c'est droite et gauche, la majorité du mouvement est fait en haut. Mais pour les mouvements dans les autres sens, bien, ça va être réparti de façon un peu particulière. Une articulation, c'est simplement un espace entre deux vertèbres. C'est ça l'articulation. À l'intérieur, on a du liquide qui permet d'éviter le frottement. Alors, quand on va pencher la tête vers l'avant, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un glissement vers le haut, comme c'est ici, au niveau des articulations à l'arrière. Alors, si je penche, on va avoir un glissement des vertèbres l'une sur les autres à l'arrière, au niveau des articulations. Si je vais vers l'arrière, c'est l'inverse. Ils vont venir se rapprocher un petit peu plus. Ils vont aller dans l'autre sens. Alors ça, c'est pour en avant, en arrière, mais pour flexion et extension. Si je tourne la tête comme ça ici, qu'est-ce qui va se passer? Ou si je penche comme ça ici, bien, ce qui va se passer, c'est qu'un côté va se rapprocher, exactement comme quand on va vers l'arrière. Mais de l'autre côté, ça va aller à l'inverse, un peu comme si on penchait la tête vers l'avant. Mais dans le fond, j'explique un peu que quand on penche la tête sur un côté ou sur l'autre, ce ne sera pas tout à fait la même chose qui va se passer des deux côtés. Je vais recommander des exercices pour quelqu'un qui a une douleur au niveau du cou. On va essayer de privilégier les mouvements dans les axes. Mais si je fais un mouvement comme ça ici combiné, c'est un peu comme si je faisais une vague sur ces articulations-là. À un certain moment, ils vont aller vers l'avant, après ça, comme ça ici. C'est un mouvement qui est beaucoup plus rapide au niveau des articulations. C'est une des raisons pour laquelle, pour des personnes qui ont des douleurs ou qui ont des problèmes, on va essayer, lorsqu'on veut travailler les amplitudes de mouvement, d'aller plus en avant-arrière que de faire un mouvement combiné. Vous voyez ça un peu comme la marche ou la course. La marche, c'est très, très bon. C'est plus facile un peu. C'est moins demandant sur les articulations. La course peut être très bonne aussi, mais ça demande déjà d'être en forme. Ça demande déjà d'avoir une certaine capacité. C'est un peu la même chose. Les mouvements comme ça ici, bien, c'est un petit peu plus un niveau avancé. On va essayer de les éviter pour quelqu'un qui a déjà des problèmes. Ça va comme information jusqu'à maintenant? Alors ça, c'est plus pour la biomécanique, pour le côté d'anatomie. Maintenant, bien, au niveau des causes des problèmes, mais il y a plusieurs causes. Une des choses, c'est évidemment les mouvements répétés. Alors, à force de bouger, puis avoir de l'irritation, de l'inflammation qui va se faire. Mais la plupart du temps, c'est pas nécessairement parce que ça bouge trop le problème, c'est plus parce que ça bouge pas assez. D'ailleurs, si je peux parler d'une des choses qui a changé beaucoup au niveau des patients à la clinique, c'est probablement à la fois la compréhension, mais aussi l'acceptation de l'importance de bouger. Avant, j'ai des patients qui me disaient « Ah, oh, j'ai mal au dos, je comprends pas, j'ai rien fait. » Je dis « Ben, c'est pour ça. » Alors que là, les gens viennent me dire, ben oui, je sais que je vais avoir mal parce que j'ai été moins actif, je suis resté plus longtemps à l'ordinateur. Ben, je pense que cette expérience-là qu'on a eue de travail à distance, de pandémie, nous a pour la plupart fait voir l'importance d'avoir du mouvement. Alors, à la fois les mouvements répétés, oui, c'est vrai qu'on peut irriter au niveau des articulations à la longue. Il peut y avoir un traumatisme également. Donc, une des choses qu'on entend souvent, c'est le whiplash ou le syndrome du coup de fouet, syndrome du coup de lapin aussi parfois. Alors ça, c'est un mouvement qui est très rapide, qui va se faire au niveau des articulations. Puis à un certain moment, bien, ça peut flancher. Parfois, même sur les radiographies, on va voir une distinction entre quelque chose qui a été causé tranquillement avec le temps. Mais ça, cette pression-là est mise tranquillement sur les articulations, quelque chose qui est arrivé rapidement. Si je vous demande si je vous présente deux barres de métal, une qui est courbée comme ça ici, une autre qui a un coude dedans, laquelle des deux a été pliée de façon la plus brusque? Probablement celle avec le coude. Hein. Si on a un accident, ça peut changer rapidement la forme de la colonne vertébrale également. Il peut y avoir des maladies sous-jacentes, donc des
des problèmes déjà présents. Alors, une des choses qu'on entend souvent parler, c'est de l'arthrose. L'arthrose, qu'est-ce que c'est? Mais c'est la dégénérescence progressive des articulations. Alors, la première chose qui va dégénérer pour l'arthrose, c'est les disques. Pourquoi? C'est parce qu'ils n'ont pas de vaisseau sanguin. Leur seule façon pour eux d'avoir l'oxygène, la nutrition, c'est par le mouvement. Alors, quand on va bouger, l'eau va rentrer et sortir au niveau du disque et c'est ce qui le nourrit. Alors, si on a moins de mobilité, si c'est plus... Bon, ça va moins bien respirer au niveau des disques, il va y avoir une dégénérescence qui va se faire. Le disque va s'amincir, il va s'assécher. Alors, je ne sais pas si vous le voyez d'ici, mais vous voyez que le disque est plus mince ici. C'est la première étape. Là, c'est pareil, mais il va y avoir une diminution au niveau de l'espace pour les disques. Et il va y avoir aussi, après coup, mais si les disques qui servent de coussin sont plus capables de supporter cette pression-là, où avaler la pression? Si vous êtes assis sur un coussin, vous êtes assis sur quelque chose de dur, vous ne sentez pas la même pression. Alors, si les disques sont beaucoup plus minces, incapables de supporter cette pression-là, bien, la pression va aller davantage sur les os et l'os va dégénérer, va même changer de forme. Alors ça, c'est quand ça fait plus longtemps que le problème est là. Évidemment, ça peut même soit toucher ou même fusionner à la longue. Il va souvent avoir une dégénérescence également au niveau des nerfs, donc au niveau de la capacité de fonctionnement des nerfs. Alors ça, c'est un processus normal avec le temps. Des fois, quand on prend des radiographies, on voit un endroit de la colonne vertébrale qui a beaucoup d'arthrose, puis un endroit qui n'en a presque pas ou pas du tout. D'après vous, est-ce qu'il y a une différence dans l'âge des vertèbres qui n'en ont pas par rapport à celles qui en ont? C'est la même personne. Ils sont nés en même temps. Ils n'ont pas nécessairement le même vécu. Soit des accidents, des blocages, quelque chose qui est arrivé qui fait en sorte qu'il y a une dégénérescence plus rapide à cet endroit-là que le reste. La meilleure recommandation, c'est d'avoir du mouvement. Le problème, évidemment, c'est que, en passant, est-ce que d'après vous, l'arthrose, ça fait mal? C'est un peu une question piège. Parce que si ça se fait sur 20-30 ans, on n'a pas nécessairement mal pendant 20-30 ans. Mais ça peut causer de la douleur. Ça peut causer de l'irritation et de l'inflammation qui, eux, font mal. Donc, quelqu'un... Hein? C'est avec le temps. Exactement. Ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de temps. Mais c'est un processus qui est tellement lent qu'il lui-même, ce processus-là, fait pas mal. Il y a quelqu'un qui vient me voir et dit « Ah, j'ai mal au cou, c'est mon arthrose. » Puis au bout bon, après les soins et tout ça, au bout de 2 semaines, il n'y a plus de douleur. Tout est beau. Exactement. Est-ce qu'il a changé son arthrose? Non. Exactement. Donc, l'arthrose, c'est vraiment quelque chose qui se fait lentement. Et évidemment, bien, ce qu'on veut faire, c'est donner du mouvement pour ralentir ce processus-là. C'est la meilleure recommandation actuellement qu'on peut donner, c'est bouger. Alors, il y a d'autres conditions aussi, comme l'arthrite. C'est quoi la différence entre l'arthrose et l'arthrite? Bien, l'arthrose, c'est un processus normal et naturel avec le temps de toutes les articulations qui va se faire plus ou moins rapidement selon nos habitudes et selon ce qui nous arrive. L'arthrite, c'est une condition. Tu l'as ou tu l'as pas. Donc, quand on parle d'arthrite, je ne veux pas rentrer trop dans les détails, mais on parle habituellement de l'arthrite rhumatoïde. Il y a plusieurs arthrites, mais si on dit juste le mot arthrite... Comment? C'est celle-là. Oui, exactement. C'est la plus connue, évidemment. C'est la plus commune. Mais il y a de l'arthrite psoriatique, il y a plein d'arthrites différentes. D'ailleurs, l'arthrose fait partie des arthrites, de la grande famille des arthrites. Mais quand on dit juste le petit mot arthrite, c'est le surnom qu'on donne à l'arthrite rhumatoïde. Alors ça, bien, évidemment, c'est un processus inflammatoire, donc la solution, c'est aussi le mouvement. Et en période de crise, c'est de diminuer ces crises-là, souvent par la médication. Au niveau d'autres choses aussi, des hernies discales, ça vous dit quelque chose probablement des hernies discales? Qu'est-ce que c'est? Bien, le disque a une partie gélatineuse à l'intérieur. Et il y a des anneaux, comme ça ici, une deuxième partie, qui sont des anneaux qui gardent la gelée à l'intérieur. C'est un peu comme les souliers Nike. Les souliers Nike Gel, là, ils n'ont rien inventé, on a ça dans nous. Là. On a des disques qui font exactement le même principe et ça permet d'absorber la pression davantage. Alors, quand les anneaux sont en bon état, comme ça ici, ben c'est parfait, ça reste là. Mais quand ça va dégénérer, ben je disais que ça va s'amincir et ça va s'assécher et ça peut former des fissures. Alors, qu'est-ce qui se passe si on a de la gelée et on a des fissures avec la pression? Ben, c'est un peu comme un beigne à la gelée, hein, qu'on écrase. Ça peut sortir. Donc, quand on parle d'une hernie, hernie veut simplement dire pas à sa place, sortie. Hernie discale, c'est une partie du disque qui va sortir et qui peut faire justement une pression soit sur les nerfs ou sur la moelle épinière. OK?
Alors, quelles sont les causes aussi? Bien, quand je parlais les mauvaises habitudes que l'on va avoir vont souvent être en lien avec l'état de notre colonne vertébrale. Donc, on parle souvent de posture. Okay? La posture et les habitudes d'ergonomie aussi. Évidemment, on veut être le plus droit possible, hein, c'est souvent ce qu'on entend. Oui, et j'ai essayé de démystifier un petit peu l'ergonomie. Qu'est-ce que c'est l'ergonomie? Alors, si je suis tout croche comme ça ici à écouter la télé, ce que je ne fais pas d'habitude, mais disons que je suis tout croche comme ça, mais je reste 2 minutes dans cette position-là. Est-ce que je me suis blessé ou est-ce que je me suis fait mal? Non, pas vraiment. Mais si j'ai la meilleure posture que je puisse imaginer, là, parfaitement bien équilibrée, est-ce que je peux rester 8 heures comme ça sans avoir des conséquences? Non. L'ergonomie, c'est une question de la posture sur le temps. Même une bonne posture, même une bonne ergonomie ne va pas éviter l'importance de changer de position. À ce moment-là, il faut que vous changez de position plus souvent. Alors, ça permet simplement de rester plus longtemps dans la même position. Le problème, c'est pourquoi est-ce que l'ordinateur, le texto, ces habitudes-là sont aussi problématiques? C'est parce qu'on est concentré sur quelque chose. Et les inconforts qu'on va avoir, ben, on ne s'en rendra pas compte. On va rester dans cette position-là. Alors, ce que moi, je vais recommander souvent, c'est, si vous travaillez à l'ordinateur, là, après 20-30 minutes, là, ça vaut la peine de changer de position. Si jamais vous avez des douleurs et que vous vous sentez obligé de changer de position, c'est peut-être un peu tard. Vous devriez plutôt mettre une minuterie pour pouvoir justement changer de position avant. Exactement. Alors, c'est un peu comme si vous essayez de lever un poids, puis le maximum que vous êtes capable de faire, c'est 10 minutes. Et après ça, vous n'êtes plus capable. Est-ce que vous pensez que vous êtes capable de le garder plus longtemps dans les airs si vous faites 2 minutes, vous attendez 15 secondes, 2 minutes, 15 secondes? Définitivement. Si vous attendez d'épuiser vos muscles au niveau de l'oxygène, le sucre, dans tout ça, bien, si vous n'êtes plus capable, votre temps de récupération, votre temps avant d'être capable de refaire travailler vos muscles est beaucoup plus long. Votre cou fonctionne de la même façon, mais son endurance, c'est peut-être 2 heures, 3 heures. Oui? J'ai une question. Si, disons, quelqu'un, pendant sa journée de travail, n'a pas vraiment la possibilité de prendre des pauses ou de changer de position, oui. Est-ce qu'il y a une façon comme d'aller un peu comme récupérer les dommages? C'est une très bonne question, puis on peut minimiser l'impact de ça de différentes façons. En effet, le fait de bouger ailleurs, il faut voir ça sur une semaine. C'est un peu comme la perte de poids, par exemple. Donc, si on dit, OK, mais je suis obligé de manger à la cafétéria à ce moment-là, puis j'ai pas le choix, puis c'est pas ce que j'aimerais manger, est-ce que ça va changer tout le reste de mon alimentation dans la semaine? Pas tout à fait. Il faut vraiment le voir de façon plus générale un peu. L'autre chose aussi, c'est comment est-ce qu'on peut se préparer à ça. On sait qu'on va passer beaucoup de temps dans la même position. Bien, 2 personnes qui doivent faire 8 heures sans bouger et une qui est très sédentaire le reste de sa semaine et l'autre qui fait de la course, fait du yoga, fait plusieurs activités, c'est la même demande sur leur corps qu'ils vont faire, mais leur capacité à le faire va être différente. L'autre chose aussi qui pourrait être peut-être intéressante, c'est de s'échauffer avant sa journée de travail, de se préparer un peu à ça. Et ça, c'est drôle parce que j'ai des patients, des fois, qui m'arrivent à la clinique et disent « Ah, je t'amène du travail. » Tu dis « OK, quoi? »« Ah, j'ai aidé quelqu'un à déménager ou j'ai travaillé dans mon jardin ou j'ai fait... » Et puis, OK, mais as-tu l'impression d'avoir fait un nouveau sport? « Ah oui, j'ai découvert des nouveaux muscles. » OK. Est-ce que tu t'es échauffé avant? On n'y pense pas. Si quelqu'un nous invite à aller jouer au tennis, ça fait 10 ans qu'on a joué, est-ce qu'on va s'échauffer avant? Probablement. Mais si on va aider quelqu'un à déménager, justement, ou faire une activité où il n'y a pas d'arbitre et il n'y a pas de pointage, on n'y pense pas. Mais c'est la même demande. Alors, qu'est-ce que je veux dire par réchauffer? C'est pas nécessairement faire une demi-heure de cardio avant, là. Simplement sentir qu'on a chaud. Sentir qu'on a augmenté notre rythme cardiaque, notre rythme de respiration, on a sécrété de l'adrénaline, il va y avoir une vasodilatation des vaisseaux sanguins dans les muscles, ils vont être beaucoup plus prêts à faire leur travail si on les prépare que si on est à froid. Est-ce que ça répond? Oui. Avant, je n'avais pas des bons espadrilles. Mm-hmm. Je ne faisais pas d'échauffement. Ouf. Je me suis magané. Oui. Alors que j'ai appris. Exactement. Ça prend une bonne paire d'espadrilles, mais il faut aussi faire des exercices avant pour se mettre en condition pour partir. Tout à fait, tout à fait. C'est vrai pour un exercice soutenu comme ça. C'est aussi vrai pour le golf, par exemple, où on va avoir des demandes plus
ponctuels, mais il faut être prêt pour pouvoir les faire à chaque fois. C'est très important de se préparer, là. C'est une drôle d'analogie, mais souvent, je veux dire, les muscles, c'est un peu comme de la gomme ballon. C'est froid, ça va se déchirer plus. Si c'est plus chaud, ça va s'étirer davantage. Donc, il y a une préparation avant l'activité. Puis, c'est vraiment plus comment on fait les choses que ce qu'on fait souvent qui est le problème. Hein. Si on me dit, j'ai parcouru 1 kilomètre. Mais est-ce qu'on l'a marché ou on l'a couru? À quelle vitesse? Est-ce qu'on s'est arrêté? Donc, si vous faites justement du travail de jardin, du travail, bien, vous avez la même quantité de travail à faire, mais comment vous vous y prenez, comment vous vous placez, va faire une grosse différence aussi sur les séquelles après. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai beaucoup de patients qui viennent me voir après le pelletage. Bien, on n'a pas le goût de pelleter. Je suis pas sûr qu'il y a quelqu'un qui est un grand adepte du pelletage ou qui est expert dans le pelletage puis qui veut faire celui des voisins tout le temps. Non. Alors, habituellement, on n'a pas vraiment le goût de le faire, puis ça nous tente pas. On a d'autres choses à faire, puis on n'avait pas prévu ça, puis on se dépêche, puis on le fait pas nécessairement comme on devrait. Alors, quand on précipite les choses, puis on fait pas les choses, de bien faire les choses prend un peu plus de temps. Okay? Un autre facteur de risque aussi, la cigarette. Ça fait partie de ça parce que ça va diminuer un peu l'oxygénation. Bien, un peu. Ça va définitivement diminuer l'oxygénation. Donc, ça aussi, ça fait partie des facteurs de risque. Quand on parle de la répartition, les impacts de la gravité sur le corps, c'est le poids, la pression, et le poids, la distance, et la force du support qui sont importants à regarder. Donc, perdre du poids, oui, définitivement, c'est moins de pression sur la colonne. Avoir une meilleure posture. Si je vous demande de tenir une boule de bowling ici ou la tenir à bout de bras, lequel est le plus fatigant entre les deux? À bout de bras, hein? C'est le même poids, mais plus il est loin, plus ça fait de la pression. Ça appelle ça un effet de bras de levier. Alors, si j'ai la tête comme ça ou j'ai la tête comme ça, est-ce que c'est la même pression? Exactement. Donc, si je suis comme ça, même chose. Donc, votre posture va déterminer en partie la pression sur votre colonne vertébrale. Et la force du support aussi en même temps. Si moi, j'essaie de tenir une boule de bowling ou un enfant de 7 ans veut le faire, probablement que je vais avoir un peu plus de facilité que lui à le faire. Pour le même poids, on peut être plus ou moins en santé. Je suis tout à fait d'accord avec ça. De la même façon, par contre, de façon générale, une perte de poids équivaut aussi à une meilleure santé. Donc, ça ne veut pas dire que c'est la seule solution pour avoir une meilleure santé. De façon générale, la perte de poids fait partie des recommandations. Moi, ce que je vais dire toujours, c'est qu'il y a plusieurs chemins qui mènent à Rome. Il y a plusieurs options pour pouvoir arriver à nos résultats. Je vais prendre justement l'exemple de la perte de poids parce que c'est un exemple qui est assez facile à voir et à comprendre. Imaginons que quelqu'un sait son objectif et fait 500 calories d'exercice à la marche ou 500 calories d'exercice à la course. C'est le même effet pour la perte de poids. C'est pas la même chose pour le cardio. Okay? Donc, c'est sûr qu'on n'a pas les mêmes bénéfices. On va choisir un exercice en fonction de l'objectif qu'on va avoir. Si c'est pour devenir plus fort, plus si on veut justement travailler le cardio. Donc, l'exercice, le choix de l'exercice est en fonction de l'objectif qu'on a. Les résultats dépendent de l'intensité. C'est-à-dire que si je mets 2 livres ou je mets 30 livres ou je mets 80 livres, ben ça va m'aider, ça ne fera rien ou ça va me blesser. Donc, c'est pour ça qu'au niveau, pour répondre un peu à la question, si l'objectif, par exemple, est de la perte de poids, tu peux te concentrer sur la nutrition, ou sur les exercices, ou faire les deux. Alors, si je prends juste la pression sur la colonne vertébrale, le poids en fait partie. Et on sait que la pression va amener plus de dégénérescence sur le long terme. Donc, si on veut diminuer les chances d'avoir plus de pression sur la colonne vertébrale, la perte de poids en fait partie. Et la posture aussi. Et l'autre option, c'est justement de se renforcer. Alors, c'est pas juste, c'est vraiment ces 3 facteurs-là qui vont être à regarder. Mais on a ces 3 facteurs-là aussi qu'on peut améliorer pour minimiser les impacts de la pression sur notre colonne vertébrale. Donc, ce n'est pas la seule solution, mais ça fait partie des éléments. Parce qu'au niveau purement biomécanique, quelqu'un qui pèse 200 ou 150 livres, c'est pas la même pression sur la colonne vertébrale. C'est pas les mêmes impacts. Sans parler du niveau de santé de un ou l'autre peut être, on peut trop manger comme on ne peut pas assez manger. Définitivement. On peut être trop pesant, comme on peut ne pas l'être assez. Mais si je prends juste au niveau biomécanique, sur la pression sur la colonne vertébrale, c'est seulement dans un sens. Plus on augmente le poids, plus ça augmente la pression. Et enfin, oui? Vous parliez tantôt de facteurs prédisposants comme la cigarette. Oui.
l'alcool devrait en faire en partie. L'alcool en fait partie de différentes façons. Il y a on peut parler de l'inflammation, des risques inflammatoires aussi en même temps. Au niveau de la dégénérescence articulaire et au niveau des maux de cou, je pense pas que le lien a été fait de façon directe par rapport. On sait que ça va toucher la santé générale. Et à vrai dire, tout abus va avoir un impact négatif sur la santé. Donc, on peut trop boire d'eau puis s'intoxiquer à l'eau, c'est possible. Donc, chaque chose en excès sont problématiques. Au niveau de l'alcool, ben, la possibilité de faire un excès, ça en prend pas beaucoup. Donc, par rapport à l'eau, si je comprends dans cet exemple-là. Alors, c'est sûr que oui, ça va avoir un impact sur la santé générale. Je suis pas certain, par contre, que ça va prédisposer nécessairement au niveau du cou. J'ai pas vu d'informations spécifiques là-dessus. Et je pense qu'il y avait une autre question, oui? En fait, c'était par rapport au poids de quelqu'un, mettons, quelqu'un qui est trop mince. Mm-hmm. Vous avez dit qu'il y a des impacts même au niveau du dos. Là. Oui. Ça peut comme dégénérer rapidement, ça aussi. Au niveau de quelqu'un qui serait trop mince, ouais. Qui n'a pas assez de poids sur la colonne vertébrale, dans le fond, bon, ce que je vais souvent voir au niveau de la clinique, puis je parle à titre personnel plus qu'à titre de recherche dans ce cas-là, parce que j'ai pas vu de statistique particulière en tête, mais ce que je peux dire au niveau de ma pratique, on prend des radiographies à la clinique et généralement, les gens plus minces ont souvent des débalancements plus importants. Au niveau de la colonne vertébrale, au niveau de la posture. Donc, cette association-là est peut-être plus facile à faire entre on a vraiment une perte de poids importante ou quelqu'un qui a moins de poids de façon prolongée. Je vais aller à l'inverse. Quelqu'un qu'on va considérer comme étant obèse, est-ce qu'il va avoir une meilleure ou une moins bonne posture d'après vous? C'est une drôle de question, mais de façon générale, on va généraliser un peu. Meilleure posture, bravo. Excellent. C'est en plein ça, c'est le même principe. C'est contre-intuitif parce qu'on va dire que quelqu'un qui a un surpoids devrait avoir une moins bonne posture. Dans les faits, si j'ai un 10 mm de décalage comme ça sur le côté, puis on me met 75 livres sur les épaules dans un sac à dos, je ne resterai pas comme ça. Je vais essayer de me positionner de façon à ce que ça minimise la pression sur la colonne vertébrale. L'inverse est aussi vrai. Quelqu'un qui a vraiment beaucoup moins de poids a une possibilité de débalancement, de prendre ce débalancement-là de façon beaucoup plus prolongée. Est-ce que ça répond un peu à la question là-dessus? Donc, oui. Tu lèves un poids. Mm-hmm. On dit tout le temps, quand tu penches puis tu lèves, essaie de lever droit Mm-hmm. et pas pencher comme ça. Oui. Oui, ça, c'est d'ailleurs, si je prends l'exemple du bas du dos, parce que le principe se fait aussi, on parle surtout du cou aujourd'hui, mais le principe est plus facile à voir au niveau du bas du dos. Comment ça se fait que la plupart des blessures, c'est lorsqu'on penche et on tourne, c'est si jamais, justement, je ne lève pas bien, je ne force pas bien pour travailler et je lève 60 livres. Mais on peut dire que de chaque côté de mon dos, ça va travailler pour 30-30. Est-ce que c'est encore 30-30 si je fais ça? Non, hein? C'est le même poids. Mais quand je me déplace comme ça ici, bien, je vais faire travailler un côté beaucoup plus que l'autre. Alors, si sa capacité maximum, c'est 40 livres de ce côté-là, là, je peux le prendre, là, je peux plus. Alors, c'est le même principe aussi au niveau du cou. Surtout, souvent, quand les gens disent « Ah, j'ai entendu un talk où j'ai fait ça », ça ne prend pas nécessairement un gros mouvement, mais ils sont souvent à la tête penchée, puis ils font juste un peu tourner la tête. Et c'est là où on va avoir une prise en charge d'une autre partie de la colonne qui était peut-être pas prête à la prendre. Alors, c'est pour ça, justement, qu'on veut garder le dos droit, maintenir et stabiliser davantage. D'ailleurs, ce qui est particulier avec la colonne vertébrale, c'est qu'elle a le rôle un peu ingrat d'avoir il y a 3 rôles en particulier. Il y a 2 rôles qui sont incompatibles. C'est une structure de support et de mouvement. Donc, elle doit, là, si on avait juste un gros os, ça supporterait beaucoup plus, mais on ne pourrait pas bouger. Alors, et si on veut bouger beaucoup, ça amène de l'instabilité. Donc, et non seulement ça, mais elle doit nous garder en équilibre en plus, la colonne vertébrale. Donc, elle est réactive au positionnement. Donc, il y a plein de rétrocontrôles. C'est pas pour rien que, tu sais, vous avez vu les robots, là, ils commencent à être un petit peu plus souple exactement qu'il l'était, mais au début, c'était très mécanique. Là, on commence à comprendre, mais c'est excessivement complexe à reproduire et on fait ça constamment tout le temps. C'est vraiment impressionnant comme système de rétrocontrôle. Alors, le fait que ce soit des petits morceaux nous permet d'avoir une mobilité,
mais ça affaiblit aussi la structure. Donc, de pouvoir renforcer aussi le dos, le cou, les jambes, ça permet aussi en même temps de préserver notre colonne vertébrale. La colonne vertébrale, c'est l'enveloppe, notre élément de protection pour une des choses qu'on a de plus précieuses, la moelle épinière, le système nerveux. Votre cerveau contrôle toutes les parties, toutes les fonctions du corps. Et pour pouvoir le faire, il faut que ce soit en communication. Et ça passe par votre système nerveux. On a tendance à voir les nerfs comme des fils électriques, mais c'est plus comme des câbles Internet. On n'est pas Wi-Fi, c'est du filage qu'on a. Alors, votre cerveau doit être en communication. Et ça passe par la moelle épinière. C'est excessivement important le sommeil et une bonne position de sommeil également, entre autres parce que c'est le moment où on est le plus immobile. Et je disais tout à l'heure que la mobilité, c'est la santé pour une articulation. Alors, qu'est-ce qui se passe à l'articulation de mon épaule si j'arrête d'utiliser mon bras complètement? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va être plus facile ou plus difficile à bouger à long terme? Plus difficile. Il y a du liquide synovial qu'on appelle, c'est du liquide de lubrification, mais il ne sera pas produit si ça ne bouge pas, s'il n'est pas stimulé. Il va y avoir du cicatriciel qui va se faire, les muscles, est-ce qu'ils vont se développer ou ils vont s'atrophier? Ils vont s'atrophier, exactement. Donc, le mouvement, c'est la santé pour une articulation. Bien, on est immobile pendant plusieurs moments dans la nuit et pendant plusieurs minutes à la fois. Donc, si on n'a pas une bonne position de sommeil, ça a un grand impact. Il y a une mauvaise position pour dormir. C'est quoi? Voilà, exactement. À moins que vous soyez sur une table à massage ou sur une table chiropratique, où là, vous avez le visage droit comme ça ici, pas de problème. Mais vous n'avez probablement pas ça chez vous, vous ne dormez pas là-dessus nécessairement pour des longues périodes. Il n'y a pas de façon de dormir sur le ventre pour que ce soit adéquat pour le coup. Ah non. Non. Désolé. Alors, pourquoi est-ce qu'on dort sur le ventre? Si je peux faire une parenthèse, c'est parce que ça nous permet... Bon, une des parties les plus fragiles que l'on a, c'est le visage et le thorax. Donc, quand on est jeune, souvent, on va s'habituer à dormir sur le ventre parce que ça fait une pression, une chaleur, on se sent bien, on est en confiance, en sécurité, on se laisse aller, on dort. Okay? Alors, demandez à quelqu'un qui a l'habitude de dormir sur le ventre, de dormir comme ça ici, non, c'est impossible ou presque. On sent pas assez bien pour dormir. Donc, un truc que je donne, c'est quelqu'un qui est habitué, c'est de prendre un oreiller de corps. Prenez pas votre chum ou votre blonde, là, ils dormiront pas. Prenez une oreiller de corps, puis de l'enlacer pour faire une pression comme ça ici, pour sentir qu'il y a une pression, une chaleur, puis c'est plus facile un peu de dormir. Si vous dormez sur le côté, ça prend un oreiller qui est adapté à votre largeur d'épaule. Donc ça va être important. J'ai pas besoin d'une bonne oreille dans mon cas. Donc, ça va prendre quelque chose qui va permettre de garder la tête en ligne avec la colonne vertébrale pendant que vous dormez. Donc, oui, tout à fait, les habitudes de sommeil sont excessivement importantes. Parfait. Est-ce qu'il y avait d'autres questions pour l'instant? Alors, c'est un survol des informations sur comment fonctionne le cou, c'est quoi les risques ou les habitudes, les choses à éviter et les bonnes habitudes à avoir également. Évidemment, je pense que j'aurais peut-être pu faire une autre conférence ou peut-être un week-end là-dessus aussi. Mais si vous avez des questions, simplement vérifiez là, comment me rejoindre là, avec Karine ou avec Pascal. Ça me fait plaisir de pouvoir répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir. Je vous remercie beaucoup pour l'attention que vous apportez aux informations que je vous ai données ce matin et je vous souhaite une belle santé de votre cou. Prenez-en soin. Merci beaucoup. Merci.